Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, Christophe Dabiré dit merci aux partis politiques membres de la mouvance présidentielle. Le chef du gouvernement s'est rendu ce matin au siège du MPP 6 au quartier non-saint de Ouagadougou. Une visite qui fait suite au soutien dont il a bénéficié le 18 février dernier à l'hémicycle. C'est une occasion unique pour renforcer les acquis et influencer les politiques. La Commission des Nations Unies sur la condition de la femme est saisie par le Burkina pour partager son expérience. Zoom sur les batailles remportées pour l'épanouissement de la femme au Burkina depuis le siège des Nations Unies à New York. Partira ou partira pas? La réponse se joue ce vendredi à Ouagadougou. Pour l'heure, les étalons se préparent pour leur dernière sortie. Nous le verrons, ils sont déterminés à relever le défi et offrir au Burkina une participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Bienvenue à tous. La vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou. Un événement initié par la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina. Le président du Faso est lui-même invité à accompagner l'événement qui veut faire de la destination Burkina un levier de développement. On en sait plus dans ce compte-rendu d'audience avec Jean-Eudes Bayala et Frédéric-Étienne Bassenga. La Fédération des organisations patronales du tourisme et de l'hôtellerie du Burkina est à lui demander l'accompagnement du président du Faso pour son activité qu'elle organise du 29 mars au 5 avril prochain à Ouagadougou. Cet événement, c'est la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, la Vitro. La Vitro, c'est un salon appartenant au monde du tourisme, les acteurs du privé, avec le soutien de l'administration, de notre ministère de tutelle. Ce grand événement qui va regrouper tous les opérateurs du monde du tourisme et tous les acteurs dans les différentes provinces, les 13 provinces du Burkina, sera une occasion, encore une fois de plus, après le FESFACO, de faire revenir encore beaucoup de monde sur Ouagadougou et de prouver aux yeux du monde que Ouagadougou est toujours fréquentable. C'est l'objectif des acteurs du tourisme en organisant la Vitro. Cet événement sera organisé cette année non loin du CIAO, contrairement à l'édition précédente qui avait eu lieu sur Kwame-Nkrumah. Au palais de Koulouba, il a plutôt été question de collaboration entre le Conseil constitutionnel et la primature. Kassoum Kambou et son équipe en visite au Premier ministère, la toute première depuis que le nouveau locataire des lieux s'appelle Christophe Dabiré. On en sait plus avec Oscar Soulama et Pascal Canet. C'est la première fois que Kassoum Kambou, président du Conseil constitutionnel, vient à la primature depuis la nomination de Christophe Dabiré. C'est l'occasion pour lui de présenter au nouveau chef du gouvernement son institution. Les échanges ont aussi porté sur la collaboration entre le Premier ministère et le Conseil constitutionnel. Vous savez que le Premier ministère est l'un des principaux justiciables du Conseil constitutionnel, je veux dire l'une des institutions qui nous saisit le plus dans notre travail au quotidien. C'était bon qu'on échange, qu'on lui explique comment ça se passe et dans quel cas il peut nous saisir à travers des dossiers précis. Le Premier ministère et le Conseil constitutionnel travaillent déjà sur de nombreux dossiers. En 2018, le Premier ministère a soumis 21 dossiers à l'appréciation du Conseil constitutionnel. On en vient à cette autre rencontre et cette fois, c'est le chef du gouvernement qui se déplace. Christophe Dabiré s'est rendu au siège de la campagne du mouvement du peuple pour le progrès à Ouagadougou dans le but de remercier la majorité qui l'a soutenu lors de son passage à l'Assemblée nationale. C'était donc le 18 février dernier. Il était également question pour le Premier ministre de recueillir les suggestions des partis membres de l'APMP pour la bonne marche de l'action gouvernementale. Le compte rendu avec Konsoun Koulibaly et Tanga Kafando.
Le Premier ministre Christophe Dabiré à la rencontre de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle. Le chef du gouvernement dit être venu remercier les membres de l'APMP pour le soutien dont il a bénéficié de ses représentants lors de son passage à l'hémicycle et recueilli des suggestions pour la réussite de sa mission à la tête du gouvernement. J'ai tenu à venir rencontrer les partis politiques de l'APMP pour leur témoigner toute ma gratitude. Parce que vous savez, au niveau de l'APMP, ils ont des représentants à l'Assemblée nationale, ils ont également des représentants au gouvernement. Et ce sont des soutiens inestimables. C'est cela qui a permis de faire en sorte que mon mandat ait été validé. Je tenais donc à venir remercier l'ensemble des partis politiques de l'APMP pour ce soutien qui m'a été apporté. Et c'était l'occasion pour moi également de recueillir leurs observations et leurs orientations pour pouvoir conduire l'action gouvernementale. Une démarche bien appréciée par l'APMP qui a par ailleurs renouvelé son soutien au chef de gouvernement et émis des suggestions pour renforcer la concertation entre le gouvernement et la mouvance. Nous nous sommes réjouis aussi des avancées sur le front sécuritaire et sur un certain nombre de questions sociales. Alors nous avons naturellement souhaité de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, que nous puissions davantage travailler sur les mécanismes de concertation entre la majorité présidentielle et le gouvernement, que nous puissions aussi ensemble de temps en temps faire le point de l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme présidentiel et du PNDS, ce qui nous permet de nous acquitter convenablement de notre mission de redevabilité vis-à-vis des populations. Après l'alliance des partis de la majorité présidentielle, le Premier ministre compte rencontrer d'autres formations de l'opposition pour également recueillir des suggestions au Conseil, l'objectif étant de prendre en compte toutes les aspirations pour plus de résultats dans l'action gouvernementale. Il est aussi membre de cette majorité présidentielle pour être un cadre donc, du MPP. Face à la presse mardi, c'est en tant qu'auteur que Émile Pargui-Paré se présente. Le chat noir du Nayala lance la rédaction de ses mémoires. Il compte ainsi rédiger une trentaine de tomes intitulés « 60 ans de vie, 40 ans de lutte politique et syndicale. La moisson est-elle bonne ?» L'exercice pour l'homme politique est de passer en revue les faits majeurs de l'histoire sociopolitique du Burkina. Compte rendu avec Salif Oubelem et Moumouni Soubega. Après 40 ans de lutte politique et syndicale, le docteur Émile Pargui-Paré, le chat noir du Nayala, revisite son parcours et ses expériences politiques. Il lance ainsi la rédaction de ses mémoires dans une série de tomes intitulés « 60 ans de vie, 40 ans de lutte politique et syndicale, la moisson est-elle maigre ?» Je me plongerai dans une étude descriptive et analytique de mes 60 ans de vie et de mes 40 ans de lutte. C'est l'écriture de ces mémoires. Chacun appréciera si la moisson est maigre. Du CNR à l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 à la période de la transition, en passant par le Front populaire et l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré, le docteur Émile Pargui-Paré envisage de passer en revue ces faits majeurs qui ont marqué l'histoire sociopolitique du Burkina. L'homme aura été de ceux qui ont joué un rôle clé dans l'insurrection de 2014, mais il regrette un certain nombre de ratés dans la gestion de la transition après le départ du régime Compaoré. Émile Paré ne passe pas sous silence la gestion du pouvoir actuel par le président Kaboré. Bien qu'étant membre du bureau politique national du parti au pouvoir, le MPP, le chat noir de Nayala dit être en désaccord avec le mode de gouvernance actuel. Je n'approuve pas ce style de gouvernance. Laissez le MPP gérer son pouvoir avec ses alliés. Et nous allons rendre compte au peuple en 2020. Mais des gens qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas rendre compte. Et c'est eux qui sont aux avant-postes. Nous avons donné la transition à la société civile, qui en était le moteur dans le gouvernement et qui en était le moteur à l'Assemblée. On fait des élections, on gagne des élections. Cette société civile veut diriger le gouvernement, veut diriger le président. Je refuse.
Dans ses mémoires, l'homme politique entend également faire un bref aperçu du contexte international. Il abordera les différents courants politiques comme le communisme, le socialisme, le capitalisme et la démocratie. Ancien député et actuellement secrétaire à la formation politique du parti au pouvoir, le MPP, le docteur Paré dit ne pas regretter son itinéraire politique. Direction le tribunal militaire avec une nouvelle étape du procès du putsch de 2015. Le tribunal procède désormais à l'examen des pièces à conviction. Plusieurs objets et documents saisis lors des événements ont été opposés à certains accusés. Le point avec Zoubaviel David Dabiré. Des scellés contenant des documents, du matériel informatique et divers objets présentés ce soir au juge pour confondre les accusés au tribunal militaire. L'heure est à l'exposition des pièces à conviction. Le premier scellé du parquet militaire contenait une statuette et un fer à repasser, deux objets retrouvés en possession de l'accusé Ousseni Faisal Nanema le 20 septembre 2015 selon le procès verbal des officiers de police judiciaire. Et selon le parquet militaire, les objets sont issus du saccage du domicile de Salifou Diallo et rachetés par l'accusé au rond-point des Martyrs le 18 septembre 2015. Appelé à la barre, Ousseni Faisal Nanema reconnaît les faits. Son avocate maître Zaliatou Aouba précise que si l'accusé savait la provenance des objets, il ne les aurait pas achetés. Le deuxième scellé, une enveloppe contenant une déclaration CPND, une déclaration CND, un plan d'urgence et immédiat, une proposition de sortie de crise, une lettre du président de la transition et 5 communiqués manuscrits CND est attribué au colonel Abdul Karim Traouri. Appelé à la barre, l'accusé reconnaît certains documents, refute les autres et déclare être un grand conservateur de documents. À ce titre, poursuit-il, j'ai dû les avoir sur moi sans pour autant prendre une part aux faits qui me sont reprochés. Fin de citation. Le troisième scellé est un ordinateur de marque HP de couleur noire présenté au général Djendjéré comme son ordinateur portable. Selon les pièces du dossier, un document intitulé Déclaration CPND en date du 6 septembre 2015 y a été retrouvé. Appelé à la barre, le général Djendjéré prend connaissance de l'ordinateur avant de déclarer, je cite, « J'ai vu un appareil, mais rien ne prouve que c'est le mien. » Ses avocats disent détenir un procès verbal de gendarmerie qui indique un ordinateur HP EliteBook de couleur noire avant de conclure qu'il ne peut s'agir du même appareil. Un débat sur la question oppose les parties au procès. Le juge Seydou Ouedraogo reprend les choses en main. Le quatrième scellé, contenant les vidéos, les enregistrements sonores, des documents et autres images, est présenté par le parquet militaire avant la suspension de l'audience du jour. Les parties au procès se donnent rendez-vous demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou pour une projection des vidéos et enregistrements sonores retenus comme pièces à conviction dans le dossier. Je vous le disais, l'expérience burkinabé exposée du haut de la tribune de l'ONU à la faveur de la 63e Commission des Nations Unies sur la condition de la femme, Laurence Ilboudo présente un tableau qui laisse entrevoir des grandes avancées dans la lutte pour l'épanouissement des femmes burkinabées. Parité à l'école, lutte contre les pratiques néfastes ou encore santé reproductive, l'exemple du Burkina fait école. Le point avec nos envoyés spéciaux à New York, Lassina Ouattara et Zalissa Sanfo. 5 minutes à la tribune des Nations Unies pour parler des conditions de la femme dans son pays. Nous sommes à la 63e Commission des Nations Unies sur les conditions de la femme. Et le Burkina Faso se soumet ici à cet exercice. De l'arsenal juridique aux décisions politiques, la ministre en charge de la femme démontre ici que le pays des hommes intègres ne franchit aucun pas vers son développement en laissant les femmes derrière. Dans le domaine de l'éducation, je suis heureuse d'affirmer que la parité est aujourd'hui une réalité au préscolaire, au primaire et au post-primaire. Dans le domaine de la santé, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et allaitantes est une effectivité depuis le 2 avril 2016. Dans le domaine de l'emploi, la législation nationale octroie les mêmes droits aux femmes et aux hommes. Les mesures prises par mon pays concernent également des instruments juridiques. Une telle initiative politique montre qu'au Burkina Faso, les femmes constituent le pilier principal sur lequel l'État veut s'appuyer pour promouvoir un développement équitable et durable. Que de chemin parcouru donc,
et d'espoir nourri aussi. Mais pour atteindre l'idéal d'une société de droit et d'équité, la ministre relève tout de même que des efforts restent à faire. La réduction de la mortalité maternelle et néonatale, le maintien des filles à l'école, l'achèvement par elles de leur cycle secondaire et supérieur, l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes, le mariage d'enfants et les mutilations génitales féminines. La situation des femmes déplacées internes n'a pas été occultée à cette tribune. La ministre promet, avec la création du portefeuille humanitaire, un jour nouveau se lèvera aussi pour toutes ces femmes. Ici, chaque nation présente à cette session sur les conditions de la femme a, à l'issue de cette journée de présentation, réaffirmé son engagement à donner à la femme la place qu'il lui faut, celle qu'elle mérite. Elles aimeraient bien que leur cause soit particulièrement défendue sur des tribunes comme celle-ci. Les femmes exclues de leur communauté et accusées de sorcellerie sont de plus en plus nombreuses dans certaines localités du Burkina. Un phénomène auquel s'attaquent les élus nationaux. Leur démarche, mettre un terme à la situation et ensuite réinsérer socialement les femmes qui en sont victimes. Jean-Eudes Bayala et Aruna Marie. L'exclusion sociale des femmes victimes d'allégations de sorcellerie au centre de cette rencontre d'échange de Ziniari. Les députés de la province de Loubretenga se concertent ici avec les différentes autorités locales afin de mettre fin à cette violence sociale qui brise de nombreuses familles et qui sape les fondements de la paix sociale. Ensemble, nous allons voir quelle stratégie nous allons adopter pour que ce phénomène-là diminue dans notre société, pour permettre notre bon vivre ensemble. Nous devons vivre dans la paix, la cohésion, l'entente, la solidarité pour pouvoir booster notre développement dans nos villages, dans nos communes et dans notre province et au Burkina Faso. Des textes existent, mais le phénomène perdure, remettant ainsi en cause l'efficience de l'armature juridique à venir à bout de ce fait social. Ce face-à-face législateur-population est donc une voie royale pour un début de solution. Les vieilles femmes en souffrent beaucoup, car elles n'ont personne. Elles sont les plus victimes de l'exclusion sociale. Je pense qu'il faut intensifier la sensibilisation pour un éveil de conscience des populations. Aucun développement ne peut se faire sans une synergie, sans que les hommes et les femmes puissent s'asseoir ensemble pour penser, pour échanger sur leur devenir. La coopération canadienne accompagne le Parlement burkinabé dans ce combat pour la dignité des femmes victimes d'exclusion. Un phénomène qui prend de l'ampleur dans les provinces de Zunwego, du Passoré et bien entendu de Loubretenga. À Bobo-Dioulasso, une journée a été dédiée à la promotion des fruits et légumes. Des importatrices, transformatrices et vendeuses veulent valoriser la filière. Cela à travers la première journée promotionnelle des fruits et légumes. C'était ce week-end et le compte rendu avec Betty Naon et Ismaël Saturnin Paris. Une journée dédiée à la promotion des fruits et légumes. Et l'initiative est de l'association Gigia Nyuma, Africa Yiride Nafa, consciente que la transformation des fruits et légumes est un domaine porteur de développement économique. Les femmes de cette association pensent qu'il est important d'organiser cette activité. Nous, les vendeuses de fruits et légumes, nous avons mis en place une association pour promouvoir ces secteurs. Et cette journée vient à point nommé. Nous avons remarqué que souvent, les fruits et les légumes pourrissent. Donc, nous avons pris l'initiative de mettre sur pied des unités de transformation. Cela pour aider les femmes à s'en sortir. Présentes sur les lieux, les autorités ont encouragé l'initiative de l'association Gigia Nyuma, Africa Yiride Nafa. Pour elle, il faut soutenir ces genres d'initiatives qui font la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Ce qui me réjouit ce matin, c'est surtout que l'initiative de la transformation, que ce soit les femmes elles-mêmes qui se soient engagées, c'est formidable pour nous. Ça veut dire quoi? Elles n'ont besoin seulement que d'un petit pouce pour pouvoir aller. Parce que là, la volonté, c'est elles-mêmes qui sont engagées. Donc c'est pour ça que nous avons salué. Nous sommes obligés de les accompagner. Il y a des saisons où on a une abondance en termes de légumes et de fruits, mais malheureusement, on
n'arrive pas à écouler et ces fruits et ces légumes ça pourrissent. Et les femmes ont pris l'initiative, au lieu d'assister impuissantes face à ce fléau, elles ont décidé d'aller de l'avant, d'aider à transformer ces fruits et légumes, ce qui est vraiment à saluer et ça cadre avec la vision du gouvernement. Il était tout à fait normal que le gouvernement marque sa présence pour soutenir ces femmes. L'association Djigiya Nyuma Africa Yiride Nafa a vu le jour le 6 juin 2011. Elle compte en son sein plus de 200 membres. Cette activité est à sa première édition et l'association entend continuer dans cette lancée. Une filière porteuse qui pourrait intéresser les bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Depuis hier lundi, des milliers de promoteurs de microprojets sont outillés en gestion des entreprises. Dans la région des Hauts-Bassins, 1310 jeunes et femmes vont se partager une enveloppe de plus de 673 millions de francs CFA. Mané Kayen et Karim Sissé, reportage. Ce sont des bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes de la région des Hauts-Bassins. Ils sont à Bobo dans le cadre de la formation sur l'éducation financière et gestion des entreprises. Une formation de 48 heures qui doit leur permettre d'avoir les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Entreprendre, ce n'est pas chose facile. Il faut donner un certain nombre d'informations, il faut amener les gens à croire en eux pour pouvoir persévérer dans ce qu'ils veulent faire. Nous voulons également leur montrer comment gérer le financement que nous allons leur donner. Il ne faut pas qu'ils confondent fonds de roulement et intérêt. Il y a en tout cas un certain nombre de notions que nous voulons les apporter. Nous voulons également leur montrer comment gérer de façon efficace leurs micro-entreprises. Pour cette édition, ils sont 1310 promoteurs de micro-projets qui ont été retenus pour un montant de 673 530 000 francs CFA dans les Hauts-Bassins. Ils seront identifiés pour savoir où ils sont. Vous savez, il y a des voyageurs clandestins, je vais m'exprimer comme ça, il y a des gens qui vont déposer les dossiers, mais en réalité, c'est de façon fictive. Donc nous cherchons en tout cas à les identifier et à savoir où ils veulent investir, qu'est-ce qu'ils veulent investir, à regarder même l'état d'esprit de la personne. Vous savez, il y a des gens, ils prennent, mais ils n'ont pas l'intention de faire. Donc, l'agent du fonds qui ira identifier, qui ira vers la personne, va regarder tous ces aspects-là pour voir est-ce que vraiment on est affaire à quelqu'un qui est crédible. Et maintenant, après ça, on va maintenant demander à ces personnes de revenir avec un certain nombre de documents qu'on aurait demandé pour maintenant procéder à la signature des chèques et au positionnement de ces chèques. Cette formation de Bobo Dioulasso marque le lancement d'une série de formations des bénéficiaires du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes dans les 45 provinces du Burkina Faso. Plus de 4 milliards de francs CFA injectés dans le programme d'assainissement en milieu rural. C'est une subvention de l'Union européenne qui donne lieu au lancement de ce projet dans lequel sont impliquées plusieurs organisations non gouvernementales. Ce mardi, à Komsilga, dans le cas Diogo, des engagements ont été pris pour définitivement stopper la défécation à l'air libre. Moussa Oudraogo et Maxime Zongo nous font le point. À peine 13%, c'est le taux de couverture en termes d'assainissement en milieu rural pour une projection de 55% recommandée dans le cadre des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a mis à la disposition du Burkina plus de 4 milliards de francs CFA pour soutenir les efforts du gouvernement. Ces deux objectifs stratégiques sont la fin de la défécation à l'air libre à l'horizon 2030 et le deuxième objectif, c'est effectivement l'accès universel au niveau de l'assainissement, surtout l'assainissement familial. Pour nous, on a une approche combinée, appui budgétaire et approche à travers des subventions. L'appui budgétaire vise à accompagner les grandes réformes du gouvernement, les grandes politiques publiques du gouvernement. Mais par moment, on a besoin d'aller jusqu'au dernier citoyen. Et pour accompagner, pour pouvoir atteindre le dernier citoyen, on a choisi d'un commun accord avec le ministère cette approche de subvention auprès d'organisations de la société civile et des communes.
Ce vaste programme qui concerne 4 régions, le centre-sud, le centre-est et le centre-ouest, a été confié à 3 consortiums que sont Ovive, WaterAid et l'ONG allemand WHH. Durée de son exécution, 4 ans. Nous allons tout d'abord mettre un dispositif qui va nous permettre de quadriller l'ensemble des villages. C'est à travers la mobilisation des associations de jeunes, de femmes, mais aussi des petits opérateurs de services. Outre la construction de 30 000 latrines dans 45 communes de ces 4 régions, une vaste campagne de sensibilisation sera également menée dans ces localités. Objectif, promouvoir l'hygiène et l'assainissement à travers l'approche fondée sur les droits humains. L'assurance qualité dans l'enseignement supérieur, on en parle à présent avec un atelier qui se tient à Bobo-Dioulasso en collaboration avec l'Association des universités africaines. L'université Nazi Boni intéresse le personnel de l'enseignement supérieur à l'assurance qualité. Plusieurs pays africains sont concernés avec en ligne de mire une harmonisation de l'enseignement supérieur dans le continent. Précision avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo. Ce sont des universitaires venus de différents pays d'Afrique sur invitation de l'Association des universités africaines et de l'université Nazi Boni. À cet atelier de Bobo-Dioulasso, il est question de formation en assurance qualité pour le personnel de l'enseignement supérieur. Une démarche qualité qui va améliorer à tous les niveaux la gouvernance, que ce soit au niveau donc académique, que ce soit au niveau administratif et technique. Dans ce sens que les produits, n'est-ce pas, formés, n'est-ce pas, devraient être formés de façon qualitative afin de pouvoir répondre aux attentes sociétales et aux attentes, n'est-ce pas, du monde de l'entreprise. 4 jours durant, ces acteurs du monde universitaire vont partager connaissances et informations sur les fondements et caractéristiques d'un solide système d'assurance qualité de l'enseignement au niveau du supérieur. Nous avons au total 5-6 formations qui commencent sur l'état des lieux, ensuite sur la gouvernance et ensuite sur la démarche et pour finir donc avec ce qu'on peut avoir comme document de base afin de mettre en place une solide assurance qualité au niveau des universités. C'est vrai que dans les universités, il y a d'autres aspects, mais il faut dire que tout est régi par la gouvernance. C'est pour cela que cet atelier organisé conjointement par l'Association des universités africaines et l'Université Nazi Boni est d'une très grande importance pour le ministère de l'Enseignement supérieur. À l'issue de l'atelier, des normes et des lignes directrices seront établies ainsi qu'un outil d'évaluation de qualité dans le but d'harmoniser l'enseignement supérieur en Afrique. Une rencontre qui se tient pour la première fois au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, direction la région du Nord. Les ressortissants de cette partie du Burkina unissent leurs efforts pour y booster le développement socio-économique. À Waïgouya, des réflexions se sont menées entre filles et fils de la région. Les enjeux dans ce reportage signé Abdelkader Sawadogo avec Karim Bikienga. Salle de conférence de la mairie de Waïgouya ce samedi matin. Les filles et fils de la région du Nord se parlent au nom du développement. À ce forum des ressortissants de la région, premier du genre, les réflexions sont axées sur la relance socio-économique de la région du Nord dans un contexte d'insécurité. Sans la mobilisation des fils et filles de la région, il ne peut pas y avoir de développement. Et c'est ce que le Conseil régional a réussi de faire en réunissant tous les ressortissants sans distinction pour réfléchir sur la relance économique de la région du Nord dans un contexte marqué par l'insécurité. Donc en tant que représentant de l'État, je ne peux que me réjouir et féliciter le Conseil régional. Un forum qui se tient dans un contexte marqué par l'extrémisme violent et les filles et fils de la région veulent se donner des idées pour la mise en œuvre du plan régional de développement 2018-2022 qui s'inspire de l'environnement sécuritaire. C'est de définir d'abord les enjeux et les défis que nous devons relever pour aller au développement de la région. C'est aussi les mécanismes que nous devons mettre en œuvre pour la réalisation du plan. Donc c'est tout ça qui va nous permettre d'atteindre les résultats
et les objectifs que nous avons fixés pour la région d'ici 2020. On compte parmi les filles et les fils de la région des personnes fortunées. Mais la région, malheureusement, elle-même a les taux de pauvreté les plus élevés. Si les filles et les fils sont capables de créer des richesses ailleurs au Burkina, si les opportunités leur sont présentées de les créer chez eux, ils seraient bien contents de le faire. La mise en œuvre du plan régional de développement 2018-2022 va coûter 13 milliards de francs CFA. Les 20% du financement sont attendus du Conseil régional du Nord et le reste sera apporté par l'État et ses partenaires techniques et financiers. Elle occupe une place de choix dans le développement de la région du Sud-Ouest. Radio Gawa fête cette année 33 ans d'existence. Occasion pour faire un bilan. Et il en ressort que le média a su alerter, sensibiliser et accompagner le développement local à travers plusieurs activités. Constat avec Issaka Zabré et siège d'Ikael Poda. Dans les programmes de Radio Gawa se trouve une émission à l'adresse du monde de l'éducation, le micro aux éducateurs. Cette émission a permis de réduire de manière drastique la fréquentation des enfants dans les sites d'orpaillage dans le Sud-Ouest. Radio Gawa a pris en compte la formation des enseignants, la formation des encadreurs, mais aussi aider les enfants à l'apprentissage. Nous avons mené ensemble un programme intégré de communication sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les sites d'orpaillage. Et nous avons ramené le taux d'abandon au Sud-Ouest qui était de 12% à 7% et on était la première région en matière de maintien des élèves à l'école en 2018. Auréolée de ses 33 années d'influence positive, Radio Gawa est une structure adoubée pour son apport à la résolution de certaines difficultés d'ordre social. La radio et la télé de Gawa, leur contribution est très essentielle pour que nous puissions venir à bout vraiment de la prise en charge des filles qui ont été victimes d'excision. La radio Gawa et la télé ont suivi en fait les cas de choses d'enfants qu'on a pu retrouver. Voilà, et communiquer là-dessus sur les besoins, les problèmes qu'elles ont, jusqu'à ce que nous avons été entendus et beaucoup de partenaires se sont manifestés pour que les filles puissent vraiment retrouver la joie. Implanté dans la cité de Bafouji, les locataires de l'hôtel de ville l'utilisent avec les résultats escomptés. Aujourd'hui, par rapport au problème même des actes de naissance, par exemple, quand vous prenez, la radio nous permet déjà de partager les informations. Quels sont vraiment les problèmes pour vraiment avoir accès vraiment à un acte de naissance. Mars 86, Thomas Sankara inaugurait Radio Gawa. Aujourd'hui, elle est l'une des composantes de la RTB de Gawa. Elle continue d'assurer sa mission régalienne et ce, malgré les difficultés. Le verdict est pour ce vendredi. Les étalons seront face au Mourabitoun de la Mauritanie. Pour l'heure, les poulains de Paulo Duarte sont en regroupement à Ouagadougou. Un groupe motivé et déterminé à relever le défi. C'est ainsi que nos reporters qualifient les étalons donc sélectionnés pour ce match décisif. Idrissa Ouarga et Kalfa Ouattara. La bataille s'annonce rude, mais tous ont une claire conscience de ce qu'ils ont à faire. Sur le front des qualifications, il faudra vaincre et espérer Égypte 2019. On est concentré, on va se focaliser sur notre match, essayer de le gagner et sans penser au match qui se joue à Francistown. Le plus important, c'est gagner notre match devant notre public et espérons qu'à la fin, on fêtera tous ensemble la qualification. C'est une fierté de jouer pour son pays, pour défendre les couleurs. Et donc voilà, on va faire tout pour honorer les drapeaux. Quoi qu'il arrive de l'autre côté, nous on doit faire le boulot ici pour rendre fiers nos supporters et notre pays. Pour l'assaut final, certains s'en vont handicapés. J'ai eu un coup direct sur mon genou, je fais les soins. Donc du coup, mais bon, c'est toujours un coup, il faut que ça soit guéri et puis il faut que je sois à 100% pour donner le maximum de moi. Dès le début de l'entraînement, j'ai ressenti une douleur au niveau du genou, derrière le genou. Mais bon, je pense que c'est rien de grave, c'est juste
des préventions juste pour me mettre au repos pour ne pas trop aggraver si c'est quelque chose de grave. Mais je crois fortement que c'est rien de grave. Mais l'optimisme est de mise. La qualification a toujours été possible depuis le premier match de ces éliminatoires et elle reste possible pour ce dernier match. Les enfants promettent en tout cas du spectacle et en principe, ça devrait bien se passer au coup de sifflet final. Vendredi, il faudra l'apport de tous les Burkinabés pour que les étalons triomphent. Et oui, merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.